La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale centrale. Nous sommes à la BDerie, Aix-en-Provence, rue des Cordeliers, la meilleure librairie BD du monde. Et nous sommes en compagnie d'Anne de Fréville. Bonjour Anne. Bonjour. Tu es en plein train de faire des gribouillages, des peinturlurages pendant que je vais te poser des questions absolument essentielles à la vie. Alors on commence dans tes productions. Les thèmes de la nature, de la protection animale, de l'éco-citoyenneté sont souvent centrales. Pourquoi est-ce que finalement tu n'es pas devenu vétérinaire, zoologiste, naturaliste ou tout autre métier en lien beaucoup plus direct avec ces sujets ? Eh ben, en fait, c'est une bonne question, parce qu'au départ, je voulais faire ça. Au départ, je voulais être Darwin, version féminine. Darwinette ? Darwinette. Et en fait, au lycée, ils m'ont dit « Ouais, mais t'as pas le niveau en physique. » Et puis, de toute façon, c'est un métier qui n'existe plus, ils m'ont dit. Donc, la conseillère d'orientation n'était pas méga motivante. Et donc, du coup, j'ai très vite laissé tomber. Et j'ai commencé à faire les Beaux-Arts de Marseille. Sauf qu'il se trouve que les Beaux-Arts des Calanques de Marseille, j'appelle ça plutôt... se trouve sur le même campus que la fac de sciences. Et à la fac de sciences, du coup, je suis allée pour leur demander si je pouvais aller regarder dans le microscope, parce que je voulais voir l'infiniment petit, je voulais dessiner l'infiniment petit, je voulais avoir tout ce merveilleux auquel j'avais pas eu le droit parce que j'avais pas de bonnes notes en physique. Et donc, du coup, je suis devenue pote avec des scientifiques vraiment très sympas. Et j'ai commencé à travailler là-bas. D'abord en tant que stagiaire, et puis après en tant que dessinatrice, en tant que vulgarisatrice scientifique. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et c'était il y a 25 ans. Et je continue toujours à travailler avec eux à ce jour. Okay. Et donc, du coup, quelque part, j'ai... Une grosse collab. C'est une grosse collab, et puis surtout... Il est invisible. Et puis surtout, du coup, la conseillère d'orientation, elle s'est plantée, quoi. Oui. Puisque, c'est pas très étonnant, ça. Au final, du coup, moi, je travaille essentiellement là-dessus. Je suis formatrice bio pour la FFE-SSM. Donc là, voilà. N'écoutez pas les conseillères d'orientation. Tu nous fais une petite traduction de la FFE-SSM ? C'est la Fédération française de plongée. Oui, j'ai cru voir que c'était l'un de tes prochains projets, là. Oui, c'est pas... Oui, tout à fait. Okay. Justement, après avoir fait les Beaux-Arts, tu t'es lancé dans une carrière dans l'édition, dans des merveilleuses années à Paris-Plage. Ouais. Comment est-ce que tu es passé finalement de l'autre côté Comment est-ce que tu es passé de l'autre côté du miroir pour devenir dessinatrice, illustratrice du monde animal, BD ? Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer ? En fait, faut pas se leurrer. Au départ, c'est un peu flippant de se dire je vais être dessinatrice. D'abord, très franchement, j'y croyais pas. Moi, je pensais pas qu'on pouvait vivre de ce métier. Et puis, on m'avait déjà fortement découragée à être Darwinette. Alors, encore moins Moebiusette. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière, effectivement, en tant que directrice artistique dans l'édition. J'ai fait pas mal de maisons d'édition. Et puis, c'était bien parce que, du coup, ça m'a permis de connaître ce milieu, de connaître, même si j'étais surtout dans la littérature plus que dans la bande dessinée, j'ai appris comment ça fonctionnait. Et c'est un milieu que j'ai aimé énormément parce qu'on apprend beaucoup de choses, on côtoie plein de gens merveilleux, très cultivés. Et donc c'est toujours un milieu dans lequel j'apprécie travailler. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu des enfants. Ah, ça arrive ? Ça arrive. Et quand j'ai eu mes enfants, du coup, là, ça devenait hyper urgent de dessiner parce que j'avais plus une minute à moi. Donc, c'était un peu le stress total. Et donc, j'ai créé un blog. Et ce blog a été repéré assez rapidement par le Journal du Dimanche et puis par Madame Figaro. Et donc, du coup, j'ai eu ma page pendant 5 ans dans ce prestigieux magazine. Et c'est ça qui a changé la donne, en fait. Donc, il y a eu un moment où je faisais les deux à la fois. C'est-à-dire que j'étais directrice artistique et, en plus, dessinatrice de presse. Et accessoirement maman. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a un moment où ça a été un peu too much, où je me suis dit non. Il y a un moment où ça bug. Et du coup, j'ai arrêté... Qu'est-ce que j'ai arrêté ? Maman, c'est pas possible.
Ouais, j'étais là, qu'est-ce que je vais arrêter? Et en fait, c'est plutôt que je me suis mis en indépendant. Donc, j'ai continué tout le reste, mais je l'ai fait chez moi. Et à partir du moment où j'ai pu avoir cette liberté d'être chez moi, ça a été vraiment super parce que c'est là que je me suis dit, ouais, mais maintenant, je peux vraiment dessiner ce que je veux. J'ai pas forcément besoin d'une ligne éditoriale. Parce que le Figaro, même, ça a eu un certain temps, et puis j'avais pas toute la liberté que je voulais. Hein, c'est le Figaro, malgré tout. Et donc, du coup, pardon, j'essaye de faire deux choses en même temps. C'est bien. Franchement, être concentré pour arriver à faire ça et répondre aux questions, bravo. Et donc, je me suis mis en indépendant. Et là, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Non seulement, je vais quitter Paris parce qu'il n'y a pas la mer, et en plus, je vais redescendre pour dessiner des poissons. Et retourner dans la mer. Même si là, je fais des coquelicots, on est d'accord. Ça peut être des poissons aussi, hein, mais d'un autre type, quoi. Ouais. Là, pour le coup, dans la scène, ça peut exister. Eh bien, justement, tu parlais du fait d'être connu à travers certains de tes sites, puisqu'il y en a plusieurs, annedefréville.com, danlapodane.com, arsenic et petitebretelle.com, pour ne citer que, peut-être qu'il y en a d'autres ou qu'il va y en avoir d'autres, dans lesquels donc tu montres plusieurs facettes de tes productions artistiques, du dessin, de l'illustration, du design, de la peinture, des fresques, etc. Quelle différence fais-tu dans ces différentes approches et quelle est finalement celle que tu préfères ? Alors moi, je dirais pas que j'en ai une préférée parce que, en fait, l'avantage dans l'art, c'est justement, faut pas s'ennuyer, quoi. Moi, je veux pas m'ennuyer. Et du coup, j'essaie de tout faire. Et j'adore tout faire, à partir du moment où c'est créatif. Donc, que ce soit de la poterie, de la fresque, de l'aquarelle. Par contre, il faut que ce soit des techniques naturelles. S'il y en a bien une que j'aime pas, ça serait plutôt ça qu'il faudrait commencer par là, c'est que j'aime pas la technique numérique. Je la fais uniquement pour les travaux de commande parce que effectivement, on va beaucoup plus vite. C'est l'avantage des logiciels, de l'IA et tout ça. Mais par contre, je ressens aucun plaisir à travailler dessus. Non. Et dans la créativité, s'il n'y a pas de plaisir, c'est moche. Il y a une vraie recherche de liberté quand même dans tout ça. Hein. Ouais. Dans ce parcours, c'est un peu ce qui ressort quand même. Hein. Bah ouais, il faut. C'est un luxe, c'est un joli luxe. À la base, tu n'as pas de formation scientifique, tu en parlais tout à l'heure. Cette formation, elle te vient d'où ? Purement autodidacte ? Tu as eu des aides, des collaborations, des collaborations avec des ONG ? Ouais, alors déjà dès le départ, je te dis, quand j'ai commencé à travailler avec le centre d'immunologie de Marseille, effectivement, j'y connaissais absolument rien en sciences. Et je me suis mis à dessiner des lymphocytes, des globules rouges, des machins, sans vraiment comprendre ce que c'était. Et puis au final, à force qu'on t'explique, même si ça reste de la science expérimentale, comme ils disent, on finit par comprendre. Puis il y a une forme d'abstraction au final qui se rapproche de l'art. Qui est assez artistique. Et moi, j'ai toujours adoré la collaboration art-science. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, qu'on devrait avoir un UV à la fac pour ça. Et puis même, de toute façon, toutes les meilleures rencontres que j'ai pu faire, c'était des rencontres avec des scientifiques. Là, si je pars en mer régulièrement pour compter les dauphins, c'est parce que je le fais avec des scientifiques. Hein. Je le fais pas juste pour mon simple plaisir. J'en serais incapable. Donc moi, je suis très heureuse de cette collaboration-là. Alors, on va parler maintenant un petit peu plus en détail de ton dernier ouvrage qui s'appelle Le meilleur des deux mondes, chez Futuropolis. Ouais. Est-ce que tu peux nous en faire un rapide pitch pour nous donner envie de le lire ? Alors, pas à moi, parce que moi, pour le coup, je l'ai lu, mais pour le public ici présent ou pour nos auditeurs. Alors, en fait, c'est un petit peu une sorte de mélange entre la caverne de Platon et Alice au pays des merveilles. Donc, moi, je suis plutôt côté Alice au Pays des Merveilles avec le côté coquelicot, on en parlera plus tard. Ma co-autrice, elle est plus Caverne de Platon. Et, en gros, c'est l'histoire d'une mère et de son fils qui décident d'aller à la grotte de Pêche-Merle dans le Lot. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Et, parce que j'y suis pas allée, moi, dans cette grotte. Hein. Donc, et donc, ils descendent dans la grotte, et puis, en fait, ils descendent tellement profond qu'ils voient tous les dessins rupestres. Et là, le petit garçon, il se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien dans cette grotte. Moi, j'ai envie d'y rester. En fait, j'ai pas envie de remonter dehors, parce que dehors, c'est trop le stress. Dehors, il y a la guerre. Dehors, il y a les informations anxiogènes. Dehors, il y a le réchauffement climatique. Il y a tout ce qui crée l'éco-anxiété. »
Donc moi, je vais rester au fond de la grotte. Et puis la mère lui dit, bah non, mais tu peux pas. Enfin, je veux dire, il faut continuer à vivre. T'inquiète pas, ça peut être super sympa dehors. Et le petit garçon lui dit, bah prouve-le-moi, parce que moi, je reste là. Et donc du coup, en fait, tout le bouquin, la mère va partir en quête de tous les sujets qui vont pouvoir motiver son petit garçon à sortir de la grotte, quoi. Et donc, sans parler pour autant d'éco-anxiété, au final, c'est ça le but, c'est de pouvoir soulager les soucis de chacun en disant, ouais, à notre échelle, on peut faire quelque chose. On peut totalement agir et envisager le monde sous un angle sympa. Oui, c'est possible. Il y a une recherche de positif à travers l'éco-anxiété, qui est quand même la thématique de recherche d'Alice Desbioles, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors Alice, elle est médecin de la santé publique, et sa spécialité, c'est une des premières à avoir parlé justement de ça, Attends, on ne voit pas le dessin. De l'éco-anxiété. De parler de ce terme-là. Et donc elle en parle vachement mieux que moi, parce que c'est le principe, hein, c'est son sujet. Moi, c'est plus les coquelicots. Et chacun son job. Chacun son job. Et donc voilà. Et donc en fait, nous, on se connaissait pas du tout avant, et c'est la Cité des Sciences qui nous a demandé de collaborer sur ce projet. D'accord, c'était justement l'objet de ma question, c'est comment est-ce que votre collaboration, votre rencontre s'est passée, et comment s'est passée justement cette collaboration dans vos échanges? Est-ce que toi, tu as transpiré, on va dire, sur le scénario, et inversement, est-ce qu'elle est venue impacter le dessin? Disons que elle, en fait, c'était pas du tout son job, la BD. Elle avait jamais fait de BD. Elle a écrit des essais littéraires. C'est une scientifique. Hein. En fait, à chaque fois que je bosse avec les scientifiques, il y a ce travail-là de vulgarisation. Hein. Ça reste de la vulgarisation, la bande dessinée, en tout cas, quand elle est traitée dans ce sens-là. Et donc, moi, je lui ai un peu donné les clés de comment est-ce qu'il fallait qu'elle me parle, comment est-ce qu'il fallait qu'elle m'écrive les textes pour que je puisse les traduire en bande dessinée. Donc, il n'y a pas que l'illustration, il y a vraiment un travail de découpage du texte et d'interprétation de ses propos pour que ce soit mis en image. C'est comme si c'était une forme d'écriture, en fait. On change d'écriture. Une écriture à 4 mains et dans 2 registres différents. Voilà. Et justement, sur ce travail-là, comment est-ce que tu as abordé la couleur et le dessin? Qu'est-ce qui a un peu orienté et motivé tes choix? Alors, moi, déjà, je pense que s'ils m'ont choisi, c'était parce que je dessine comme ça, à savoir que je fabrique moi-même mes couleurs, que j'utilise du café, du chou rouge et du sel et tous les éléments de la cuisine sur du vrai papier, justement dans un esprit d'utiliser des choses qui vont pas me dégager des particules fines et où ça va bien se passer pour moi en tant que peintre, où je vais pas m'intoxiquer. Ah, t'es pas une tagueuse avec le masque à oxygène? Non, clairement pas. Clairement pas. Et ça m'est déjà arrivé justement de participer à un festival de street art et de me retrouver avec des gars qui étaient avec des masques et tout, alors que moi, j'utilisais de la peinture à l'œuf. Et du coup, on était en plein débat, parce que moi, j'étais en train de casser mes œufs, de mélanger mon jaune d'œuf avec les pigments, et eux, ils étaient là en train de taguer. Je dis, mais en fait, non, j'ai essayé de les convertir, en leur prouvant que voilà, il y avait une possibilité non seulement pour leur santé, mais aussi pour les personnes qui allaient regarder leur œuvre, de vivre bien les choses, mais non, j'ai pas réussi à les convertir. De salles de ambiance, pour le coup. Ouais. Le personnage principal de ce livre-là, c'est Alice Desbioles elle-même. Est-ce qu'elle t'a fait des demandes spécifiques sur l'esthétique de son personnage? Ah ouais, clairement. Elle m'a même envoyé des photos de son sac à main. Ah oui? Ouais, qui était vraiment très stylé. Et du coup, j'ai refusé, parce que franchement, ça allait trop loin dans le côté chaîne qui sont avec le cuir bleu, tout ça, non, ça n'allait pas. Après, il y avait en fait, elle est brune. Et notre personnage dans l'histoire a les cheveux plutôt clairs. Et donc, en fait, on a fait un peu une fusion de nous deux sur ce personnage-là. Mais par contre, c'est son fils. Moi, j'ai pas de fils, j'ai des filles. Donc là-dessus, donc, elle a vraiment construit l'histoire comme si c'était vraiment elle le personnage. Mais voilà, on s'est permis certaines libertés au niveau de sa représentation. Ok. Donc tu parles beaucoup d'éco-citoyenneté, de démarche engagée quand même. C'est le fond de ce livre-là. Si tu devais nous transmettre une information, un élément que tu veux qu'on retienne à la lecture de cet album, ce serait quoi? Faut rester positif, quoi. Ça, je pense que c'est le truc le plus important, parce que là, en ce moment,
dès qu'on allume les infos, on voit Donald Trump, on voit que de toute façon, il va plus y avoir de femmes, il va plus y avoir d'écologie, il va plus y avoir de lacs, il va plus rien avoir, il va plus y avoir de planète. Donc, faut essayer de passer outre ça en se disant, ouais, à notre niveau, on peut tous faire quelque chose et on y croit et on va avoir des enfants et tout le monde va être heureux, sans pour autant être bisounours. Hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais en tout cas, il faut y croire, quoi. Et puis surtout, il faut être dans la contemplation. On a un monde qui est vraiment super beau, et ça vaut le coup de l'observer et de passer son temps à aller voir la mer, et on se rendra compte que c'est vachement mieux que ce qu'il y a sur un écran de portable. Et c'est un peu souvent ce qui ressort des anecdotes de scientifiques qui interviennent auprès des enfants. C'est que justement les enfants sont toujours très partie prenante de tout ça et au final qu'est-ce qu'ils en retiennent une fois qu'ils sont redevenus adultes. On en fait partie, on est peut-être en première ligne nous aussi. C'est un peu cette idée-là. Il faut que la contemplation peut aider effectivement à garder ce message-là. Qu'est-ce que tu as comme petite anecdote à nous raconter sur cet album? J'ai l'impression que c'est en lien avec ce que tu es en train de faire. Non, mais parce que en fait, donc j'ai dessiné cet album. Clairement, ce qui était drôle, c'est que j'ai mis 9 mois à le dessiner. Ah oui. Donc, et ma co-autrice, elle au mois de janvier, elle a mis au monde une petite fille. Donc, en fait, elle était enceinte, elle a eu un bébé, et en plus, elle a accouché d'une BD que j'ai mis 9 mois à réaliser. Donc, il y avait toute cette double connotation maternelle dans l'affaire. Et en fait, du coup, cet été, il faisait très chaud et j'avais du mal à faire les planches parce que l'encre séchait instantanément. C'est le problème à Aix. Il fait trop chaud pour dessiner. Et du coup, il y avait mon éditeur qui me disait « Mais dépêche-toi, il va falloir que tu termines cette planche pour tel jour et tout. » Et je lui dis « Mais je ne sais pas quoi peindre là, je ne sais pas quoi faire, j'ai un trou. » J'hésite. Je lui dis « Écoute, j'ai envie de peindre un grand champ de coquelicots. » Et que le dodo, il s'étale dedans, et qu'il soit trop heureux d'être dans un champ de coquelicots, et que ce soit trop la joie. Et il dit, mais j'ai peur que la Cité des Sciences prenne ça pour une incitation à la consommation de stupéfiants. Et il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que ça risque d'être problématique. Je dis, bon, écoute, de toute façon, c'est la seule idée que j'ai, donc je vais faire ce champ de coquelicots. Je fais le champ de coquelicots, je dessine mon dodo qui est en état d'extase totale et qui aime trop les coquelicots, et j'envoie ça à la Cité des Sciences. Et la Cité des Sciences me répond, c'est la plus belle planche de toute la bande dessinée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ça va, c'est passé. Il n'y a eu aucun problème avec les stupéfiants. Ou alors, ils en consomment eux-mêmes. Peut-être. Alors, on va passer sur ton actualité. En ce moment, tu en es où dans ta vie, dans ton travail et dans tes projets? Oh là là, mais j'aimerais bien faire une pause, mais ça ne va pas être possible. Donc, y a plein de choses. Alors, je vais pas spoiler le contrat que je vais bientôt signer, parce que sinon, ça ne se fait pas. Mais par contre, j'ai illustré un texte de Nikos Kokanskis qui s'appelle Gioconda aux éditions de l'Aube et qui va paraître à la rentrée. Donc, celui-là, il est en train d'être imprimé. Je fais un autre livre jeunesse pour la Grotte Chauvet qui fête son anniversaire cette année. Voilà. Et tu fais de la plongée. Et je fais de la plongée, oui. Je suis en train de passer mon diplôme de moniteur de biologie sous-marine. Voilà. Tu vas pouvoir continuer à compter des choses, mais pas forcément des dauphins. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler de notre petite question qui revient systématiquement. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée, qu'elle soit récente, plus ancienne, mais quelque chose qui t'a fait vibrer? Alors, du coup, je vais essayer de ne pas me planter sur le nom du bouquin. C'est Alit. C'est Alit de Jérémy Moreau, aux éditions 2024. J'ai trouvé vraiment très joli. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, donc je vais citer cette bande dessinée-là. De quoi elle parle ? Elle parle d'une petite grenouille qui est d'abord à l'état de tétard, et puis qui va grandir et qui va découvrir le monde et, à travers différentes espèces, avec l'aide d'un saumon. Elle va remonter la rivière, ensuite elle va rencontrer des biches, des renards et tout ça. Et non, c'est une très très belle BD. Bien, merci pour le conseil BD. Eh bien merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, ton œuvre, ta vie ? Comment ça tu veux dire mes sites internet ? Notamment. Alors, j'ai un site qui s'appelle annedefréville.com. J'ai un compte Instagram qui s'appelle @arseniclino.
Mes œuvres sont en vente dans la galerie Dans la peau d'âne. Et mon blog, c'est Arsenic et Petites Bretelles. Il paraît que tu es aussi sur la Cité des Sciences. Ah bon? Si tu le dis. Je suis sur la Cité des Sciences. À la Cité des Sciences, il se passe des choses avec ton album quand même. Oui, mais je sais pas s'ils ont créé une page pour moi. Ah non, il n'y a pas une page. Écoute, on a fait un reportage cette semaine. Je pense qu'ils vont le mettre en ligne et on va être dessus. Mais effectivement, mais bon, je ne ferai pas forcément de la Cité des Sciences. D'accord. Ok, donc on n'a rien dit. Ce sera coupé au montage en direct. C'est ça. Est-ce que le public en délire a des questions à poser à Anne? Monsieur Thio. Bonjour. Du coup, alors, je n'ai pas lu le livre, mais quand vous avez parlé justement du début du scénario, vous avez dit que du coup Alice, en fait, la maman, en fait, elle va essayer de trouver des endroits positifs. Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits, on va dire, dans tout ce qui était proposé par Alice Desbioles? Est-ce qu'il y avait des explorations qu'elle a proposées et qui finalement n'ont pas été retenues dans le livre? Alors moi, il y avait un truc qui était important pour moi, c'était que la mère apparaisse. Et au bout d'un moment, je voyais qu'au fur et à mesure de ce qu'elle m'envoyait comme texte, la mère n'apparaissait pas. Du coup, ça me contrariait. Et elle me dit, écoute, j'essaye, mais j'y arrive pas parce que la mère, c'est vraiment pas mon domaine. Et du coup, c'est pas mon domaine d'expertise et il y a rien, il n'y a pas vraiment de papier qui parle comme quoi la mère peut nous aider à aller mieux dans la vie. Je dis, c'est vraiment une erreur. Mais bon, après, ça, c'était mon point de vue. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité dessiner la banquise à la fin du livre. Parce qu'au départ, ça devait pas se terminer dans la banquise, ça devait se terminer dans une campagne. Et là, je lui ai dit, écoute, franchement, je pense qu'on a vu assez de verdure dans le livre. Il y a beaucoup de pages vertes. Et il nous faut du bleu, parce que sinon, au niveau du chemin de fer, on va s'ennuyer. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dessiné la banquise. Et aussi, dans le carnet de voyage, à la fin, j'ai rajouté quelques mots pour expliquer que vraiment, la mer... c'est ce qui change tout, en fait. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage que, d'un point de vue médical, il n'y ait pas de texte qui mettent en avant l'utilité de la mer, parce que pour moi, c'est vraiment primordial. D'ailleurs, avec notre club de plongée, qui est un club écolab, c'est-à-dire qui a un label spécifique écologique, on s'occupe des femmes qui sont atteintes de cancer. Ça s'appelle les bulles roses. Et donc, on invite les femmes qui sont atteintes d'un cancer à plonger avec nous. Et du coup, ça a des vertus thérapeutiques sur leur traitement contre le cancer. Donc, déjà, rien que ça prouve l'utilité de la mer et de la plongée. Alors, moi, très bêtement, je pensais que de la même façon qu'il y a de l'art-thérapie, il y avait, je vais inventer peut-être un mot ou utiliser un mauvais escient en terme, mais de l'aquathérapie ou de la thalassothérapie. La thalassothérapie, elle existe. Voilà, médicalement parlant, c'est connu avec machin, mais de simplement, de manière plus basiquement, sans forcément aller dans un centre de thalasso, simplement, comme tu disais, faire de la plongée, aller à la mer, voir la mer, le bruit de la mer, enfin, ça apaise tout le monde. Je veux dire, il y a un moment où c'est une évidence mais folle. Il n'y a pas de papier médical là-dessus. Alors que, on a quand même rajouté, parce qu'il y a un chapitre à la fin où il y a un concours d'architecture pour essayer de concevoir quelle est la meilleure ville pour l'avenir. Et vous en parlez justement dedans. Du coup, on met quand même en avant l'importance d'un plan d'eau à proximité d'une ville. Ça, c'est sûr que toutes les villes qui ont une rivière ou un plan d'eau, du coup, ça va être bénéfique pour le taux tout le monde, d'humidité, les températures, ça sert d'amortisseur d'écart thermique. Ouais, après, faut voir, par exemple, quand tu regardes la Seine, c'est pas forcément... Ah oui, mais après... Voilà, ça dépend ce que t'en fais. Quand tu déverses trop de trucs autour, c'est compliqué. Voilà. C'est aussi ça, quoi. Mais du coup, même sur la Côte d'Azur, parce que la promenade des Anglais à Nice, elle s'appelle comme ça, parce que les Anglais venaient en thérapie... pour se soigner justement de la tuberculose ou des maladies pulmonaires, ils venaient voir la mer et être un peu au chaud pour profiter justement de ses vertus. C'est ça. C'est dingo qu'il n'y ait pas d'études. Tu vois, c'est pour ça que je trouve vraiment ça interpellant, parce que pour moi, c'était d'une évidence folle, donc je pensais que clairement, il y avait des choses faites dessus. Quoi. C'est ça. Alors après, elle voulait éventuellement parler de la mer pour parler des problèmes de crème solaire. Parce que la crème solaire est problématique, parce que soit elle protège, soit elle protège trop, mais elle va polluer la mer. Mais en tout cas, même se mettre de la crème sur le visage, ça peut être des produits, des perturbateurs endocriniens. Donc de toute façon, on tourne un peu en rond là-dessus.
Et puis finalement, les crèmes solaires ne sont pas... ce n'est qu'un exemple parmi tous les perturbateurs endocriniens dont on parle déjà dans le livre, en fait. Oui. Donc, oui, il y a déjà d'autres exemples qui sont donnés. Très bien. Est-ce que le public a une autre question ? Oui, moi je vois que la fin de ton livre, justement, sur la banquise, je trouve que c'est plutôt anxiogène. Parce qu'elle est en train de se partir en miettes, tout est en train de fondre. Et en plus, on sait que la moitié des océans sont remplis de petites particules de plastique et que donc la mer n'est pas forcément... Après, tout dépend du point de vue dans lequel on regarde. Parce que si on regarde l'état de la planète actuellement, c'est sûr qu'elle est anxiogène. Mais par contre, nous, on a encore la chance de voir la banquise. Je pense que ça sera vachement plus anxiogène en 2050 quand on la verra plus du tout. Et à ce moment-là, alors que si on la regarde maintenant et qu'on regarde à quel point elle est belle et qu'on agit et que chacun fait quelque chose pour que la banquise soit encore là en 2050, à ce moment-là, c'est positif. Mais on est d'accord que ça dépend du point de vue qu'on va avoir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous voici au terme de cette interview. Interview que vous pourrez retrouver si vous n'avez pas eu la chance, l'honneur, le privilège d'être avec nous en direct ou sur Twitch, sur lavoidesbulles.fr, ainsi que l'ensemble de nos autres émissions et chroniques, ainsi que les interviews. Merci à toutes et à tous. Merci au public. Anne, un grand merci. Merci. À très bientôt. Au revoir.